Tout a commencé un jeudi soir ordinaire, dans la cuisine silencieuse de notre maison à 2 étages à Richmond. La pluie tapotait contre les vitres. L'odeur d'ail sauté flottait dans l'air et le doux ronronnement du lave-vaisselle bourdonnait en arrière-plan, mais mon esprit était bien loin du dîner. Amber était appuyé contre le comptoir, son peignoir légèrement ouvert, un verre de vin dans une main, ce sourire malicieux que je lui connaissais si bien jouant sur ses lèvres. « Pourquoi ne t'approches-tu pas » murmura-t-elle, traçant le bord du verre avec son doigt. Je n'ai pas bougé. Au lieu de cela, je suis resté raide près de l'évier, le dos à moitié tourné vers elle, la voix basse, mais tranchante comme une lame. « Je ne veux pas d'intimité avec toi, pas après ton amant. » Elle se figea. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu la vérité la frapper en plein visage. Pas avec ma main, pas avec des cris, mais avec cette seule phrase. « Quoi ? De quoi tu parles ?» Son sourire vacilla, se tordant maladroitement en confusion. « Ethan, tu es sérieux, là ? » Je n'invente rien, dis-je, me tournant enfin pour lui faire face. Ton comportement a écrit chaque phrase de cette histoire. J'ai juste décidé de commencer à la lire à voix haute. Son verre de vin cliqueta contre le comptoir un peu trop fort. Tu es paranoïaque. Tu as toujours été dramatique, mais ça, elle laissa échapper un rire tremblant. C'est de la folie. Mes bras se croisèrent. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai même pas scié. Tu penses que les téléphones verrouillés, les promenades nocturnes et les rires discrets devant des textos passent inaperçus ? Je ne suis pas stupide, Amber. Elle se détacha du comptoir et marcha vers moi, sa voix montant d'un cran. Oh, alors maintenant je n'ai plus le droit d'avoir des amis ? Tu deviens contrôlant, c'est ça ? C'est de ça qu'il s'agit ? Tu te sens négligé, alors tu t'inventes des histoires ? Je la fixai comme un homme qui voit s'effondrer quelque chose en quoi il a cru. Non, je me sens trahi. Et ça, c'est bien réel. Son visage se tordit. Qui t'a dit quelque chose ? Quelqu'un t'a parlé ? Personne n'a eu besoin de le faire, dis-je doucement. C'est toi qui l'as fait. Amber jeta les bras en l'air, faisant maintenant les 100 pas. Incroyable. Tu transformes tout notre mariage en une sorte de conspiration parce que je vais me promener et que j'envoie des textos. Tu as besoin d'aide. Tu crois que je suis aveugle, fis-je un pas en avant. Ou juste faible ? Elle s'arrêta, les bras croisés fermement sur sa poitrine, son peignoir maintenant serré comme une armure. Tu n'as aucune preuve. Tu t'accroches à des riens. Non, dis-je, d'un ton froid et stable. J'en ai fini de m'accrocher. J'en ai juste marre de prétendre que je ne le vois pas. Pendant une seconde, le seul son fut le tic-tac de l'horloge de la cuisine et le doux sifflement de l'eau qui bouillait sur la cuisinière. Puis elle murmura, presque en suppliant, « Tu vas tout gâcher pour de simples soupçons. » Je ne gâche rien, dis-je. C'est toi qui l'as fait, le soir où tu as cessé de me choisir. Et sur ces mots, je suis passé devant elle et j'ai attrapé ma veste. Pas de cris, pas de larmes, juste la vérité, brutée à nu. Parce que ce moment, c'était la fin de la comédie et le début de quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Je m'appelle Ethan. J'ai 39 ans. Je suis directeur adjoint dans un magasin de pièces automobiles local à Richmond. Rien de glamour. Je vis dans le genre de quartier où les gens se saluent depuis leur allée et tondent leur pelouse le samedi. Je faisais des croque-monsieur le dimanche, je nettoyais les gouttières 2 fois par an. Une vie simple, tranquille. Mais ce soir-là, ma cuisine n'était plus tranquille. C'était l'épicentre d'une trahison que je n'avais pas demandée, mais que je sentais venir comme un orage annoncé 3 jours à l'avance. Et croyez-moi, cet orage ne faisait que commencer. 2 jours passèrent. Pas un mot échangé entre nous. Amber se déplaçait dans la maison comme si de rien n'était, fredonnant en pliant le linge, me demandant si je voulais qu'elle ramène quelque chose du magasin. Comme si rien ne s'était passé. Comme si elle ne s'était pas tenue dans la cuisine 2 nuits auparavant, m'accusant d'être délirant pour l'avoir confrontée à une vérité qu'elle savait ne pas pouvoir nier. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien exigé. J'ai juste observé, comme un homme qui regarde quelque chose de déjà mort mais qui marche encore. Chaque soir après le travail, je rentrais, prenais une douche, me changeais, mangeais en silence, m'asseyais sur le canapé. Pas de télé, pas de musique,
juste un silence si épais qu'on pouvait le sentir. Et elle détestait ça. Amber me jetait des coups d'œil par-dessus son livre, ses yeux cherchant des signes, n'importe quoi sur quoi s'appuyer. Mais je ne lui donnais rien. Elle traînait près de la cuisine, me frôlant accidentellement, agissant comme avant, comme si elle pouvait me séduire pour reprendre le contrôle. Mais je ne la regardais pas une seule fois. Je ne jouais plus, et elle le savait. Le matin après cette dispute, j'ai cessé de prendre mon café à la maison. À la place, je conduisais 5 pâtés de maison plus loin, jusqu'à un café niché entre un salon de coiffure et une librairie d'occasion, le Jackson Street Café. J'y étais allé une centaine de fois auparavant, mais maintenant, c'était différent, comme un terrain neutre. La clochette au-dessus de la porte tinta quand j'entrais. La serveuse, Kelsey, une étudiante aux yeux ensommeillés et au sourire rapide, me salua comme toujours. « Salut, Ethan. » Comme d'habitude. J'ai hoché la tête. « Ouais, merci. » J'ai pris la banquette du fond, celle près de la fenêtre d'où je pouvais voir la rue, les gens qui passent, qui vivent, qui vont de l'avant. J'ai regardé un couple de personnes âgées marcher main dans la main, leurs doigts entrelacés comme si c'était encore la première année de leur amour. J'ai regardé un gamin passer en skateboard, sweat à capuche à moitié zippée, écouteurs dans les oreilles, un sourire sur le visage comme si le monde n'avait pas encore essayé de le mordre. Je suis resté assis là, sirotant mon café noir, laissant la chaleur atteindre le fond de ma gorge et apaiser le froid qui s'était installé dans ma poitrine. Mon reflet dans la vitre ne mentait pas. J'avais l'air fatigué, pas à cause du travail, pas à cause de l'insomnie, à cause de la trahison. Elle m'avait vidé d'une manière que je ne pouvais pas entièrement expliquer. Comme si mon centre avait été évidé, et que je me promenais avec une coquille et quelques habitudes. Ce jour-là, je n'ai répondu à aucun texto. Ni à Marcus, mon vieil ami de fac qui n'arrêtait pas de me demander quand on irait à la pêche. Ni à ma sœur, qui sentait toujours quand quelque chose n'allait pas. Je n'étais pas encore prêt à parler. Qu'aurais-je pu dire ? Que la femme qui m'avait promis l'éternité s'était soudainement transformée en une étrangère qui esquivait les questions et flirtait avec les mensonges ? Que je la sentais m'échapper des mois avant de pouvoir le prouver. Non. Alors je suis resté assis sur cette banquette, le soleil de l'après-midi filtrant à travers les stores, projetant des rayures sur mon café et mes mains. Je fixais la rue comme si elle détenait des réponses. Comme si, quelque part entre les pas des inconnus, je trouverais le courage de dire la seule chose que je n'avais pas encore dite à voix haute. Je suis seul maintenant. Et ce n'est pas grave, parce que ce silence, ce n'est pas une capitulation, c'est une préparation. Il était environ 20 heures quand elle a finalement posé la question. Le salon était faiblement éclairé, juste une douce lueur provenant de la lampe à côté du canapé et le scintillement des bougies qu'elle avait allumées plus tôt, essayant de créer une ambiance, je suppose. Elle était recroquevillée à l'extrémité du canapé d'angle, les jambes repliées sous elle, tenant un coussin dont elle n'avait pas besoin. J'étais assis dans le fauteuil, feuilletant un vieux livre de poche que je ne lisais pas vraiment. Pendant un moment, le silence régnait, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur et du bruissement occasionnel des pages que je tournais sans réfléchir. Puis, sans me regarder, elle a posé la question comme si elle commentait la météo. « Pourquoi as-tu été si distant ces derniers temps ?» Je n'ai pas levé les yeux. Je n'ai pas fait semblant de ne pas comprendre. Je veux dire, continua-t-elle, forçant un petit rire. Tu me parles à peine. Tu dors sur le canapé. Tu pars tous les matins comme si nous étions des étrangers. Ça commence à devenir bizarre. J'ai posé le livre lentement, pressant mon pouce sur la couverture. Puis je l'ai regardé, calme, froid, clair. Je me prépare à une vie de célibataire. Elle cligna des yeux comme si elle ne m'avait pas bien entendu. Quoi ? Je n'ai pas bronché. Tu as posé une question. Voilà ta réponse. Son sourire s'effaça. Cette petite courbe tendue qu'elle portait comme une armure tomba instantanément. C'est censé être une blague, demanda-t-elle, la voix plus basse maintenant, les yeux se plissant. Non, dis-je, croisant les mains sur mes genoux. Ce n'est pas une blague. Je suis en train de m'adapter, de m'habituer au silence, de cuisiner pour un, de dormir seul, ce genre de choses. Son visage changea. Une lueur de peur réelle traversa ses yeux, et pour la première fois, elle n'avait pas de répartie prête. Pas de pirouette, pas de sarcasme, juste le silence.
Elle se pencha un peu en avant, le coussin toujours serré contre sa poitrine comme une sorte de bouclier. Tu penses que j'ai fait quelque chose d'impardonnable, dit-elle lentement, tâtant le terrain. J'ai légèrement incliné la tête. Non. Alors, les promenades tardives, le téléphone verrouillé, les chuchotements dans le couloir, le changement de parfum, tout ça n'est que coïncidence? J'avais besoin d'espace, dit-elle rapidement. C'est toi qui as été distant en premier. Tu as arrêté de faire attention. J'ai failli rire. Presque. Mais j'ai gardé une expression neutre. Je n'ai pas arrêté de faire attention, Amber. J'ai juste arrêté de réagir. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Ethan, tu agis comme si tu étais déjà parti. Je me suis levé lentement, le cuir craquant sous moi. Je ne suis pas encore parti, mais j'ai imaginé à quoi ça pourrait ressembler. Et honnêtement, j'ai haussé les épaules, ça ne me fait pas peur. Une inspiration brusque. C'est cruel. Non, dis-je en me dirigeant vers le couloir. Ce qui est cruel, c'est de prétendre que tout va bien alors que tu es émotionnellement ailleurs depuis des mois. Elle est restée assise là, figée. L'air entre nous était lourd de non-dit. Pour la première fois, son masque s'est fissuré. Pas brisé, mais fissuré. Est-ce que tu m'aimes encore, demanda-t-elle, presque dans un murmure. Je me suis arrêté dans le couloir, une main sur le cadre de la porte. Je ne suis plus sûr de ce à quoi ressemble l'amour, mais je sais ce que le respect inspire comme sentiment, et ça fait longtemps que ça a disparu. Je l'ai laissée assise là, la lumière des bougies vacillant sur son visage stupéfait. Et dans le silence qui a suivi, je l'ai entendu. Le son doux d'un coussin tombant sur le sol. Pas de cri, pas de porte qui claque, juste un changement. Un changement subtil et silencieux. Mais c'est comme ça que les choses se brisent parfois. Pas dans des explosions, mais dans le son d'une femme qui réalise enfin que l'emprise qu'elle avait été en train de lui échapper. C'était un mardi soir. L'air était épais de l'humidité estivale. Les grillons chantaient au loin comme s'ils se fichaient que le monde s'effondre derrière notre porte fermée. Amber m'a demandé si nous pouvions nous asseoir dehors. Je n'ai pas dit oui. J'ai juste ouvert la moustiquaire et je suis sorti sur le porche. Elle a suivi avec 2 tasses de thé, la sienne à la camomille, la mienne intacte. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans ces vieilles chaises à bascule que nous avions achetées à ce marché aux puces à Ashland. Avant, j'adorais ce porche. Maintenant, il ressemblait à un territoire neutre, comme l'espace où un cessez-le-feu est déclaré. Mais la guerre n'est pas terminée. Amber replia ses pieds sous elle, essayant d'avoir l'air douce, inoffensive. Ses yeux étaient vitreux, et je ne savais pas si c'était la lumière du porche ou quelque chose qui couvait sous la surface. Elle sirota son thé et dit, « Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît ?» « Vraiment parler ?» Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé. Après un temps, elle posa la tasse avec des doigts tremblants. « Je ne voulais pas que les choses deviennent bizarres, dit-elle d'une petite voix. C'est juste que je ne sais pas. Je me suis laissé emporter. J'ai été stressé. Le travail a été un cauchemar. Et quand je marche la nuit, ce n'est pas ce que tu penses. J'avais juste besoin d'espace pour réfléchir. C'est tout. J'ai hoché la tête lentement, comme si cette explication n'était pas mince comme du papier à cigarette. Elle a réessayé. Tu as été si distant ces derniers temps. J'ai eu l'impression que tu t'en fichais. Je sais que j'aurais dû dire quelque chose plus tôt, mais je ne savais pas comment. Sa lèvre trembla. Sa voix se cassa aux bons endroits. Elle avait déjà fait ça avant. J'ai pris une lente inspiration. Tu sais ce qui est intéressant avec les schémas, dis-je en croisant les bras. Une fois que tu les remarques, il est difficile de ne plus les voir. Amber cligna des yeux. De quoi tu parles ? Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux. Les promenades nocturnes ont commencé il y a exactement 6 semaines. Juste après cette conférence de travail que tu disais être épuisante. Puis est venu le téléphone verrouillé. Avant ça, tu le laissais charger sur le comptoir. Maintenant, il est collé à toi. Tu l'emmènes aux toilettes. Tu dors avec sous ton oreiller. Elle déglutit difficilement, ses yeux se tournant vers la porte comme si elle voulait s'enfuir. Et les textos, les gloussements. Amber, tu ne ris pas comme ça quand on regarde des comédies ensemble.
Mais soudain, tu ris seul sur le porche à 23 heures devant quoi? Des mèmes? Je parlais à Carly, dit-elle rapidement. Elle envoie tout le temps des vidéos stupides. Alors, montre-moi la conversation, dis-je calmement. Elle se figea. C'était ça. Le moment. Ce subtil raidissement des muscles autour de sa bouche. Le retard, l'hésitation. Ethan, ce n'est pas un tribunal, murmura-t-elle. Non, dis-je. C'est notre vie, et je ne fais que lister les choses que j'ai remarquées. C'est tout. Elle essaya de sourire. Son sourire tomba à plat. Tu agis comme si je t'avais trompé. J'agis comme un homme qui sait quand on lui ment. Des larmes remplirent alors ses yeux. De vraies larmes, peut-être. Ou répétées. À ce stade, je ne pouvais pas faire la différence. Tu me repousses, dit-elle, la voix tremblante. Tu as déjà pris ta décision. Je me suis adossé, me balançant une fois dans ma chaise. La lumière du porche bourdonnait au-dessus de nous, comme si elle non plus ne supportait pas le silence. Je ne te repousse pas, dis-je. C'est juste que tu marches dans la direction opposée depuis des mois. Je ne fais que m'arrêter maintenant. Elle tendit la main à travers l'espace entre nous, le bout de ses doigts effleurant mon genou. S'il te plaît, je ne veux pas te perdre. Je baissai les yeux sur sa main, puis les relevai sur son visage. Je ne suis pas perdu, Amber. J'en ai juste marre de courir après quelqu'un qui continue de prétendre qu'elle ne s'enfuit pas. Elle retira lentement sa main, son visage se décomposant, pas d'un seul coup, mais par étapes, comme si même son déni commençait à perdre de sa force. Les grillons continuaient de chanter, et je la regardais simplement, silencieux et immobile, alors que le masque qu'elle avait porté si étroitement commençait enfin à glisser. C'est arrivé le lendemain soir, comme une offrande de paix servie dans la graisse et la culpabilité. Je suis rentré à la maison avec une odeur de poulet frit, croustillant, poivré, exactement comme elle savait que j'aimais. La table de la salle à manger était dressée correctement pour une fois. Bougie, vin déjà versé, une musique douce fredonnant à bas volume depuis son téléphone. Amber se tenait près de la cuisinière, s'essuyant les mains sur un torchon, arborant ce sourire prudent, celui qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose, mais ne voulait pas encore le dire. Le dîner est presque prêt, dit-elle d'un ton léger. Je me suis dit qu'on pourrait s'asseoir ensemble. J'ai enlevé ma veste, l'ai accrochée, sans faire de commentaires. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, la lumière des bougies dansant entre nous comme si elle essayait d'adoucir les angles. Elle m'observait attentivement pendant que je prenais ma fourchette. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, dis-je. Je voulais le faire, répondit-elle rapidement. Les choses ont été tendues. Je me suis dit que peut-être, si on parlait simplement comme des gens normaux. J'ai coupé dans le poulet, le craquement sonore dans la pièce silencieuse. Les gens normaux ne préparent pas de dîner d'excuses sans s'excuser, dis-je calmement. Son sourire vacilla. J'essaie, Ethan. D'essayer de faire quoi, demandai-je. De réinitialiser l'ambiance ou d'éviter la vérité? Elle prit son verre de vin, but une petite gorgée, puis le reposa sans y toucher. Tu fais toujours ça, dit-elle doucement. Tu me coinces avec les mots. Non, répondis-je. Je pose des questions directes. C'est toi qui danses. Elle inspira lentement. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai rencontré ses yeux, sans hausser la voix. Je veux que tu me dises qui il est. Sa main se resserra autour du pied du verre. Il n'y a pas de huile, dit-elle automatiquement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu. Les secondes s'étirèrent. La cire des bougies coulait. Finalement, ses épaules s'affaissèrent. D'accord, murmura-t-elle. Il y a quelqu'un. J'ai hoché la tête une fois. Continue. Ce n'est pas ce que tu penses, se précipita-t-elle. Rien de physique. Nous n'avons pas franchi cette ligne. Mais tu t'en es approché, dis-je. Elle déglutit. On a beaucoup parlé. Il écoutait. C'est tout ce que je demande. Tu t'es lié à un autre homme dans mon dos. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je ne l'avais pas prévu. C'est juste arrivé. Ce n'est jamais vrai, dis-je doucement. Elle baissa les yeux sur son assiette. Tu as arrêté de faire attention, murmura-t-elle.
Tu étais toujours fatigué, toujours distrait. Je me sentais invisible. J'ai posé ma fourchette délicatement. Je faisais des heures supplémentaires pour faire tourner cette maison. Je te demandais comment s'était passée ta journée tous les soirs. J'étais là. Elle secoua la tête. Pas comme avant. Alors, tu remplaces la conversation par le secret, demandai-je. Elle tendit la main sur la table. J'étais seul. Tu étais marié, répondis-je en retirant ma main. Des larmes coulaient maintenant sur ses joues, silencieuses et régulières. Mais tu l'as fait, dis-je. Et ensuite, tu as essayé de me dire que c'était de ma faute. Elle se couvrit le visage. J'avais peur que tu partes. Je me suis levé lentement. Tu aurais dû avoir peur de perdre ma confiance, dis-je. Les bougies continuaient de brûler. Le poulet refroidissait. Et pour la première fois, elle a cessé de prétendre que c'était quelque chose dont nous pouvions nous sortir en parlant. Nous sommes restés en silence après sa confession. Le genre de silence qui ne purifie pas l'air. Il l'épaissit. Amber s'essuyait les joues avec le coin d'une serviette, mais je n'ai pas offert de réconfort. Je ne pouvais pas. Le poids entre nous n'allait nulle part. Elle renifla. Je suis juste contente qu'on en parle. Je me suis penché en avant lentement, mes mains jointes devant moi, les yeux fixés sur les siens. Tu as dit que j'avais arrêté de faire attention. Elle me regarda, hochant la tête, pleine d'espoir. Oui, je veux dire, ce n'est pas une attaque, Ethan. C'est juste que j'ai senti une distance. Ce n'est pas vrai, dis-je, ma voix basse et égale. Je n'ai jamais cessé de me soucier de toi. Je n'ai pas disparu. Je ne me suis pas évanoui la nuit. Je n'ai pas mis de mots de passe sur tous tes rides dans mon téléphone comme un adolescent. Elle cligna des yeux, stupéfaite par le calme derrière les mots. J'étais là, continuai-je, à faire le café, à remplacer les ampoules, à te demander comment s'était passée ta journée, à écouter. J'étais là quand tu étais parti, Amber. Sa mâchoire se serra. Je ne suis allé nulle part. Alors donne-moi son numéro. Cela la stoppa net. Quoi, demanda-t-elle, le souffle court. Je veux son numéro. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Elle bougea sur sa chaise. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ça l'est pour moi. Ethan, il ne se passe plus rien maintenant. C'est fini. Je n'ai pas demandé si c'était fini. J'ai demandé son numéro. Je ne l'ai plus, dit-elle trop rapidement. J'ai souri, mais cela n'a pas atteint mes yeux. Si, tu l'as. Non, je. Si, tu l'as, répétai-je, la voix ferme maintenant. Nous le savons tous les deux. Dis simplement que tu ne veux pas me le donner. Elle baissa les yeux, secouant la tête. Ce n'est pas juste. Tu agis comme si je t'avais trahi physiquement. Tu m'as trahi émotionnellement, dis-je. Et maintenant, tu essaies de cacher la preuve. Je ne cache rien, lança-t-elle. Alors donne-moi le numéro. Je ne l'ai pas, Ethan. Sa voix résonna contre les murs de la salle à manger, forte, stridente, tremblante sur les bords. Je me suis levé calmement. Qu'est-ce que tu fais, demanda-t-elle, se levant avec moi. Tu fais tes valises, Ethan? Je me suis tourné vers le couloir. Tu ne veux pas dire la vérité. C'est ton choix. Le mien, c'est d'arrêter de vivre dans cette maison comme si je te croyais. Elle me suivit dans le couloir, ses pas frénétiques derrière les miens. Attends, on peut juste parler un peu plus, s'il te plaît? On peut ralentir? Je t'ai donné cette chance, dis-je en sortant mon sac de voyage du placard. Je t'ai donné des semaines. J'ai demandé. J'ai attendu. J'ai observé. Tu veux contrôler la version de la vérité que j'obtiens. Et ça ne m'intéresse plus. Tu jettes tout ça par la fenêtre pour quelque chose qui n'était même pas. Ne fais pas ça, dis-je, la coupant alors que j'attrapais ma trousse de toilette. Ne finis pas cette phrase. Elle se tenait à l'entrée, les mains tremblantes, les yeux rouges et humides. S'il te plaît, reste. On va trouver une solution. J'ai zippé le sac, les jeté sur mon épaule, et les regardé un long moment. J'en ai fini de démêler les mensonges, Amber. Et je suis passé devant elle,
à travers la maison que j'appelais autrefois mon foyer, j'ai descendu les marches du porche sur lequel nous nous asseyions, et je suis sorti dans la nuit. Pas en colère, pas en criant, juste parti. Si vous appréciez l'histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Marcus avait un 2 pièces au 4e étage d'un entrepôt en briques reconverti en centre-ville. Tuyaux apparents, pas d'ascenseur, et une vue sur rien d'autre que le parking. C'était exigu, ça sentait légèrement le plat à emporter rassis et les chaussettes de sport, mais c'était un toit. Il n'a pas posé de questions quand je suis arrivé avec mon sac de voyage et des yeux qui n'avaient pas dormi depuis des jours. Il a juste sorti une couverture du placard, m'a lancé la télécommande et a ouvert 2 bières. C'est le genre d'ami qu'il était. Il n'avait pas besoin de connaître les détails pour savoir que la tempête avait éclaté. Tu restes aussi longtemps que tu veux, dit-il à voix basse, regardant le match mais sans vraiment le regarder. Merci, mec. Mais dormir sur un canapé en cuir usé avec un ressort cassé n'était pas le plus difficile. C'était l'attente. Je n'en avais pas fini. Quelque chose en moi ne tenait pas en place. La partie de moi qui lui faisait confiance, cette partie était morte. Mais la partie qui avait besoin de toute la vérité, elle, était bien vivante et agitée. Alors, le lendemain matin, j'ai commencé à observer. J'avais toujours accès à notre calendrier partagé. Elle n'avait pas pris la peine de changer le mot de passe. Rendez-vous chez le dentiste, coupe de cheveux, et quelque chose de vague. Réunion 18h, tous les jeudis depuis 5 semaines. Pas de lieu, juste ça. Je me suis garé en face du café du coin où elle prétendait adorer travailler ces derniers temps et j'ai attendu. À 17h59, elle est sortie, bien coiffée, habillée comme si elle allait quelque part qui n'était pas pour un café au lait. Elle a vérifié son téléphone, puis a tourné le coin à pied et est montée dans une berline bleu foncé qui s'est arrêtée sans ralentir. Je n'ai pas pu voir son visage clairement, mais il s'est penché et lui a embrassé la joue comme si c'était une routine, comme s'il l'avait fait 100 fois. Je serrai le volant, mes jointures blanchissant, mais je n'ai pas bougé. Je n'allais pas tout gâcher. Pas encore. Le lendemain, je l'ai suivi à nouveau. Même routine, même gars, mais cette fois, je les ai suivis hors de la ville. Ils se sont garés dans un quartier résidentiel calme, assez chic pour avoir des étayers, mais pas assez pour avoir des portails. Je me suis garé une rue plus bas et j'ai regardé alors qu'ils entraient dans une maison beige à 2 étages avec des volets verts. Pas d'hésitation. Elle avait le code du garage, puis la porte s'est refermée derrière eux. J'ai attendu là pendant plus d'1 heure. Puis une autre voiture s'est garée dans l'allée. Une femme en est sortie, grande, peut-être au milieu de la trentaine, tenant un sac de sport et un trousseau de clés. Elle est entrée par la porte d'entrée avec aisance. Ce n'était pas une visiteuse. J'ai regardé à travers le pare-brise, quelque chose s'effondrant dans mon estomac. Quand la porte s'est rouverte, Amber était partie. Le gars se tenait sur le seuil, a embrassé la femme sur la joue, a pris son sac. Il souriait comme si c'était normal, parce que pour lui, ça l'était probablement. Lui aussi était marié. Et juste comme ça, la trahison est devenue plus lourde. Pas seulement parce qu'elle a menti, pas seulement parce qu'elle l'a choisi, mais parce qu'elle a choisi quelqu'un qui jouait au même jeu. Maintenant, ce n'était plus seulement de l'infidélité. C'était un schéma. Et j'en avais marre d'en être une pièce. Le lendemain matin était couvert, ce ciel gris Jedanft qui donnait au monde un air plus silencieux que d'habitude. J'étais garé de l'autre côté de la rue de sa maison avant même que le soleil ne soit complètement levé, regardant la rosée s'accrocher à l'herbe de sa pelouse. Je n'avais pas prévu de grands discours. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste attendu. À 7h42, la porte du garage s'est ouverte en grinçant et il est sorti avec un sac de sport sur l'épaule et un mug de voyage à la main. Vêtu d'un polo impeccable et de chaussures de course. Cheveux mouillés, une coupure de rasoir sur le menton. Il avait l'air normal, comme s'il n'avait pas passé la nuit avec la femme d'un autre. Je suis sorti de ma voiture et j'ai traversé la rue d'un pas calme et mesuré. Il s'est arrêté en me voyant, a cligné des yeux, puis a forcé un sourire poli comme si j'étais un voisin venu emprunter un râteau. « Je peux vous aider ?» Je me suis arrêté à quelques mètres de lui. « Oui, je pense que vous l'avez déjà fait. » Son visage changea, son sourire s'effaçant. Ses mains abaissèrent lentement le mug. « Est-ce que je vous connais ?» J'ai hoché la tête une fois.
Vous voyez ma femme. Il déglutit difficilement. Je suis désolé. Qui? Amber, dis-je platement. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit d'abord. Puis, oh mon Dieu. Il regarda par-dessus son épaule comme si quelqu'un pouvait l'observer, puis de nouveau vers moi. Écoutez, je ne savais pas. Je veux dire, elle m'a dit qu'elle était séparée. Je n'ai pas scié. Elle ne l'était pas. Il se frotta la nuque, ses yeux fuyant partout sauf les miens. Nous n'avons jamais d'accord, nous ne voulions pas que ça aille si loin. C'est juste on parlait, c'est tout. Ça a commencé de manière innocente. C'est ce qu'on dit toujours. Je vous jure, dit-il, la voix tremblante. Ce n'était pas sérieux. Je veux dire, elle a dit qu'elle ne se sentait pas comprise. Elle a fait comme si tout était déjà fini. Ce n'était pas le cas, répétai-je. Sa voix tomba à un murmure. Votre femme sait-elle que vous êtes ici? Non. Il baissa les yeux sur le trottoir, soudain très conscient de ses baskets et des fissures dans son allée. J'arrêterai, dit-il doucement. Vous n'auriez pas dû le laisser commencer. C'est tout ce que j'ai dit. Et je me suis retourné, j'ai retraversé la rue, calme, silencieux. Il n'a pas suivi, n'a pas essayé de s'expliquer. Il est juste resté là dans son allée, se recroquevillant sur lui-même. Je me suis glissé dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, et je suis parti sans jamais regarder en arrière. Pas de menaces, pas de cris, juste la vérité. Laissé à ses pieds comme une pierre. Et mon silence. Il pesait plus que tout ce que j'aurais pu hurler. Je n'ai pas appelé, pas envoyé de texto, je ne me suis même pas arrêté sur le trottoir comme je le faisais avant. Je me suis simplement garé dans l'allée de la maison que nous partagions. Le même béton fissuré, les mêmes volets délavés, les mêmes hortensias. Elle ne les arrosait jamais. Tout semblait familier. Tout semblait étranger. La clé fonctionnait toujours. La porte s'ouvrit en grinçant et elle était là, debout dans la cuisine en pantalon de yoga et t-shirt ample. Cheveux relevés comme si elle n'attendait personne. Elle se figea en me voyant, puis sourit trop vite, trop largement. Ethan, dit-elle comme si j'étais parti un week-end, pas une vie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis passé devant elle, silencieux, stable. J'ai posé la grosse enveloppe en papier craft sur la table à côté de la corbeille de fruits. Elle a suivi, hésitante. Quelque chose ne va pas? J'ai tiré une chaise. Je me suis assis, puis j'ai rencontré ses yeux à travers le silence. Je l'ai vu hier. Son visage se figea. Puis, lentement, elle essaya de se reprendre. Vu qui? Ne fais pas ça. Elle croisa les bras. Ethan, je ne sais pas de quoi. Ton amant, dis-je, calme mais tranchant. L'homme dans la voiture duquel tu te glisses tous les jeudis. Celui qui a une femme. Celui qui avait l'air d'avoir vu un fantôme quand j'ai frappé à sa porte. Elle me fixa, clignant des yeux. Je continuai d'une voix égale. Il a tout avoué. A juré que c'était juste émotionnel, que ça n'est jamais devenu physique. Il a aussi promis que c'était fini. J'ai tapoté l'enveloppe. Ça aussi. Elle baissa les yeux sur l'enveloppe comme si elle pouvait lui brûler les doigts. Tu as apporté des papiers, demanda-t-elle, sa voix soudainement cassante. Le divorce, dis-je. Déposé hier. J'ai déjà signé. Son souffle se coupa. Son visage pâlit. Tu ne peux pas être sérieux. Je le suis. Mais Ethan, on peut parler. On peut arranger ça. Ton amant t'a quitté hier, ajoutai-je doucement, proprement. La couleur quitta complètement son visage. Quoi? Il a fini. Il a mis un terme à tout ça. Je pense que je l'ai secoué. Alors maintenant, tu es de retour à la case départ. Elle recula comme si elle avait été frappée. Et puis, juste comme ça, le masque tomba. Le faux sourire, le tremblement, la performance, tout avait disparu. Ce qui suivit fut le feu. Espèce de salaud arrogant, elle ne termina même pas sa phrase, elle frappa simplement la paume de sa main contre la table si fort que l'enveloppe sursauta. J'ai fait une erreur. Tu en as fait des dizaines, rétorquai-je. Mensonge, secret,
cacher une seconde vie dans notre maison. Ce n'est pas une erreur. C'est ce que tu es devenu. Tu m'as abandonné émotionnellement. Je cuisinais pour toi. Tu n'étais plus le même. Tu ne m'as jamais donné la chance de l'être, dis-je. Tu es juste parti. Tu ne me l'as juste pas dit. Elle attrapa une assiette sur l'égouttoir, une des belles, celle que nous avions eue pour notre anniversaire, et la jeta contre le mur. Elle se brisa en 1000 morceaux. Je n'ai pas bronché. Tu veux faire de moi le méchant, demandai-je. Très bien, traite-moi de froid, de distant, mais ne me traite pas d'aveugle. Plus maintenant. Elle se tenait là, la poitrine haletante, le mascara coulant sous ses yeux. Je t'ai tout donné, cracha-t-elle. Non, dis-je doucement. Tu lui as donné la partie de toi qui était à moi. Le plat suivant vola plus fort, un verre à vin cette fois, explosant contre le carrelage du sol. Je te déteste, murmura-t-elle. Tu détestes t'être fait prendre, répondis-je. Tu étais censé te battre pour moi. J'étais censé être ton mari, dis-je. Tu ne voulais pas de ça. Le silence était épais, électrique. Puis elle s'effondra sur une chaise, respirant fort, la rage se transformant en incrédulité. Alors c'est ça. C'est la fin. Je me suis levé lentement. Non, c'est le début, dis-je. Pour moi. J'ai laissé l'enveloppe sur la table et je suis sorti. Le bruit du verre brisé crissant sous mes chaussures. Chaque pas était comme une libération. Derrière moi, la maison semblait enfin honnête, laide, bruyante, en ruine, mais elle ne faisait plus semblant. Il a fallu moins d'une semaine après la finalisation des papiers pour qu'Amber commence sa campagne. D'abord, il y a eu les publications vagues, ces citations fatiguées et à moitié cuites sur le choix de la paix plutôt que de la douleur et l'abandon de la toxicité. Puis les publications moins subtiles. Un selfie flou avec des yeux rougis légendés, on croit connaître les gens, suivi d'une douzaine d'émojis de cœur brisé. Elle ne m'a pas identifié. Bien sûr, elle n'en avait pas besoin. Les gens savaient. Nous avions des amis communs. Une petite ville, une histoire partagée. Nos noms n'avaient pas besoin d'être en néon pour que le message passe. Elle voulait contrôler le récit. Se présenter comme la femme blessée, rejetée par un mari froid et distant qui avait cessé de montrer de l'affection et retenait l'amour comme une punition. Ces mots, mot pour mot. Ça aurait pu marcher si les gens n'avaient pas observé le lent effilochage depuis des mois. Le premier commentaire qui a riposté est venu de Lisa, notre ancienne voisine. Elle a écrit, « Amber, nous étions tous là. Ne réécris pas l'histoire maintenant. » Puis est venu Corey, mon plus vieil ami de fac. Tu n'as pas le droit de jouer la victime après ce que tu lui as fait. Et puis Michel, tu m'as dit toi-même que tu voyais quelqu'un d'autre. Ne fais pas la surprise maintenant que ça t'a rattrapé. Un par un, les vannes se sont ouvertes. Pas des insultes, pas des attaques, juste des faits. Des vérités calmes et fermes. Amber a d'abord essayé de répondre, supprimant les commentaires, bloquant les gens, envoyant des messages privés à tous ceux qui ne s'étaient pas encore exprimés. Je peux compter sur toi pour me soutenir. Mais la vérité avait fait son chemin, et elle n'avait pas besoin de mon aide. Je n'ai jamais posté un seul mot. Je ne me suis pas défendu publiquement. Je n'ai pas corrigé sa chronologie. Je n'ai pas fait de capture d'écran. J'ai juste regardé. Pas avec joie. Pas avec satisfaction. Juste avec observation. De la même manière que je l'avais observé des semaines auparavant, tissant ses mensonges autour d'un poulet aux chandelles et d'un vin qu'elle n'aimait même pas. Finalement, elle a tout fermé. Son Facebook a disparu en premier, puis Instagram, puis le compte TikTok qu'elle n'utilisait jamais vraiment de toute façon. Disparu. Et juste comme ça, le personnage soigneusement construit qu'elle avait bâti, celui qui avait fait tout ce qu'elle pouvait, s'est évanoui d'un simple clic. J'ai entendu plus tard qu'elle avait dit à quelqu'un de son studio de yoga qu'elle avait besoin d'une désintoxication des réseaux sociaux, qu'elle était fatiguée de la négativité. Mais je savais ce qui s'était vraiment passé. Le masque s'était trop fissuré et il n'y avait aucun moyen de le réparer. Amber avait bâti sa défense sur la performance, sur la pitié, sur la vérité sélective, sur une vulnérabilité étudiée. Mais les gens ont vu clair, car la douleur raconte une histoire. Mais les schémas, eux, disent la vérité. Et quand les gens ont commencé à comparer ses paroles à ses actions,
le calcul ne tenait plus. Alors elle a disparu. Pas de la ville, pas du monde, mais de l'espace où elle pensait pouvoir contrôler le récit. Et ce qui est resté dans ce vide, c'était le silence. Le genre de silence qui ne supplie pas d'être réparé. Le genre de silence qui sonne comme une conséquence. Cela fait 6 mois. Assez longtemps pour que la poussière retombe, assez longtemps pour que les gens arrêtent de chuchoter et commencent à oublier. Je vais toujours au même café tous les matins. Jackson Street, même banquette au fond, même tasse ébréchée, même serveuse qui sait que je le prends noir. Kelsey a obtenu son diplôme maintenant, mais la nouvelle, Aaron, m'a vite cerné. Un type silencieux, lève-tôt, qui laisse de bons pourboires, qui reste dans son coin. Et j'aime ça comme ça. Plus de questions, plus de faux-semblants, juste moi, une banquette d'angle, et la paix. Un matin de début de printemps, Marcus s'est glissé sur la banquette en face de moi. Sans y être invité, mais le bienvenu. Il avait un grand sourire, le genre qu'il arborait quand il avait des potins qu'il ne voulait pas admettre être des potins. « Tu as entendu parler d'Amber ?» demanda-t-il, sirotant dans un gobelet en carton comme s'il essayait de paraître décontracté. Je n'ai pas levé les yeux de mon café. Non. Elle est retournée chez ses parents. Cette ferme près de Mechanicsville. Cela m'a fait marquer une pause. Amber. Des talons sur du gravier. Des brunchs en ville. Se moquant de tout ce qui est rural. Amber dans une ferme. Sérieusement, dis-je en haussant un sourcil. J'imagine que ces citations Instagram n'ont pas tenu la route au RH, dis-je. Marcus a ri. Elle cure les stalles, plante des tomates. Son père a posté une photo d'elle tenant une chèvre. Une chèvre, mec. J'ai secoué lentement la tête. Pas de moquerie, pas de triomphe, juste de l'incrédulité. Amber avait l'habitude de lever les yeux au ciel en parlant de la ferme de ses parents. Elle disait que c'était mignon mais démodé. Elle appelait ça du travail manuel pour les gens qui avaient atteint leur apogée au lycée. Maintenant, c'était le seul endroit qui voulait bien l'accueillir. Elle voit toujours ce type, demandai-je. Marcus secoua la tête. Non. On dit que sa femme a tout découvert et l'a mis dehors. Il a essayé de recontacter Amber après la débâcle, mais elle l'a envoyé balader. Elle ne voulait pas être associée à l'épave. Logique. Amber a toujours aimé l'illusion du contrôle, mais quand tout a vraiment brûlé, elle a quitté le navire avant d'admettre qu'elle avait allumé l'allumette. Bref, dit Marcus en se levant, je pensais juste que tu voudrais savoir. Le monde est petit. Il me tapa sur l'épaule, puis se dirigea vers le comptoir pour flirter avec Aaron. Je suis resté un peu plus longtemps sur la banquette, regardant par la fenêtre, observant le même soleil matinal se déverser sur le trottoir, le même rythme de la vie qui continue, imperturbable, sans complications. Et j'ai souri. Pas parce qu'elle était tombée. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que je n'étais plus dedans. Parce que l'orage était passé et que j'étais toujours là, silencieux, entier, inébranlable. Pas de rage, pas de feu. Juste le calme lent et régulier d'un homme qui a appris à ne plus courir après le bruit. J'ai payé ma note, laissé un bon pourboire, et je suis sorti avec le même rythme que j'avais trouvé des mois auparavant. Et alors que le vent se levait autour de moi, j'ai inspiré profondément, reconnaissant. Pas pour ce qui s'était passé, mais pour ce qui ne s'était pas reproduit. Je ne suis jamais retourné en arrière, et je ne le ferai jamais. Et c'était la fin de l'histoire. Je pense encore au moment où Amber a essayé d'inverser la vérité et de faire de moi le méchant. Publiant en ligne, tordant le récit, mendiant la sympathie alors que tout ce qu'elle laissait derrière elle était un champ de ruines. Si quelqu'un que vous aimiez avait commis une telle erreur, blâmant les autres pour se protéger, l'auriez-vous dénoncé comme nos amis l'ont fait? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, et si vous voulez plus d'histoires vraies comme celle-ci, abonnez-vous. J'en ai d'autres à raconter.